Réaliser un documentaire peut être très dangereux. Que ce soit en zone de guerre, en zone inexplorée ou inhospitalière, il y a de nombreux dangers auxquels on peut faire face. Dans cette histoire, l'inexploré et l'inconnu seront deux véritables dangers. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Nous étions en route pour Namogo, un village perdu au centre de l'Afrique. Là-bas, un ami chercheur de l'université d'Arkham aurait, selon la lettre qu'il m'a envoyée, découvert un lieu très intrigant, mais il n'avait pas réussi à recevoir l'autorisation pour l'étudier. Il m'avait donc proposé d'aller y tourner un reportage que je partagerai avec lui le plus rapidement possible. Je contactai mon équipe, Ludo, mon caméraman capable de filmer dans n'importe quelle situation, Elias, le preneur de son qui m'avait suivi à travers le monde, et Zeke, le technicien qui est capable de tout réparer en un rien de temps. Nous remontions un fleuve, tandis que je relisais la lettre d'Albert. Mon cher Frédéric, j'espère que cette lettre te trouvera rapidement, car je pense que j'étais sur le point de faire une découverte capitale. Hélas, ne pouvant être sur place qu'un temps trop court, et malgré mes demandes pour une prolongation d'expédition, je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Je compte sur toi pour y arriver. Je ne vais pas donner ces informations à qui que ce soit d'autre pour que tu ne sois pas dérangé, et j'espère bien que tu préciseras dans ton documentaire que sans moi, tu n'aurais rien découvert. Comme d'habitude, mon cher ami. Je me renseignais sur une tribu indigène du nom de Gam-en-Ak. Si ce nom te paraît étrange dans la région, sache que c'est tout à fait normal. De ce que j'ai pu trouver, cette tribu s'est installée il y a de cela plusieurs siècles, certes, mais ne venait pas du tout de la région. Elle serait arrivée par la mer de l'Ouest. C'est tout ce que l'on sait de cette tribu quant à ses origines. Maintenant, je vais te parler de ma potentielle découverte. À quelques kilomètres à l'ouest du village, il y a une montagne sacrée pour les habitants des environs. Il faut être clair sur ses envies de l'explorer. Les indigènes n'ont rien contre le fait qu'on y aille, à condition de réaliser certains rituels. Si on leur ment, la peine sera la mort. Dans cette montagne, il y a les restes de nombreux rituels impliquant de toute évidence des sacrifices d'animaux, mais également des sacrifices humains. Les traces que j'ai retrouvées étaient pour certaines assez récentes, je dirais moins de 5 années. Mais surtout, il y a plusieurs inscriptions et peintures qui me laissent croire qu'il pourrait y avoir une sorte de relique liée à un culte que nous ne connaissons pas et qui, à mon avis, pourrait être le culte originel de cette tribu. Un culte qui remonterait donc à des centaines d'années et dont une relique se cacherait dans la montagne sacrée. Imaginez-vous la puissance de cette découverte. Mon cher Frédéric, soyez des plus respectueux et offrez-nous votre meilleur documentaire, car je suis certain que nous découvrirons ensemble quelque chose qui changera l'histoire. Bien à vous, Albert. Nous arrivions 3 jours plus tard dans ce village perdu au milieu de nulle part. Sur les 3 jours de route, nous n'avons pas rencontré le moindre être humain. Mais nous remarquions de nombreux poteaux peints de couleurs vives avec, peint en blanc, un trait le traversant en diagonale. J'imagine que cela devait être les limites du territoire de la tribu. En arrivant au village, un homme nous accueillit. Il ne parlait pas très bien notre langue, mais il était le seul à la parler. Alors, nous avons fait en sorte de nous entendre avec lui. Il nous fit visiter le village, mais rapidement je lui parlais de notre intérêt pour la montagne. Il me répondit qu'il s'attendait à ce que je lui en parle. Il nous demanda alors de le rejoindre la nuit tombée devant un lieu de culte où nous allions rencontrer une sorte de chaman. En explorant le village, je me rendais compte que la langue utilisée était très différente des langues que nous avions rencontrées.
Je n'arrivais pas à reconnaître d'où elle pouvait venir. Je profitais de la présence de notre guide pour lui poser des questions sur sa tribu. Il m'expliqua qu'il venait de très très loin, de l'autre côté de la Grande Eau. Je lui demandai plus de précision, mais il ne fut pas capable de me l'expliquer dans ma langue. Il essaya dans la sienne, mais c'était incompréhensible pour moi. Je le remerciai d'avoir essayé. Nous nous regroupions dans le logement et nous nous installions. Notre discussion se basa sur la même chose. On sentait que ce lieu était étrange. Ludo nous filmait alors que nous partagions nos impressions, cette sensation qu'il y avait un poids invisible nous écrasant tous. C'était très désagréable. La nuit tombée, nous nous retrouvions devant le lieu de culte. Un homme couvert de peintures étranges nous accueillit. Il ne parlait pas, pour le moment en tout cas. Je fis signe à notre caméraman de filmer la salle. Il y avait de nombreuses décorations étranges et intrigantes, des ossements, des sculptures en bois difformes. Puis le chaman commença un rituel. Il brûla une plante que je n'avais jamais vue. Elle avait l'air de créer de la bioluminescence. Cela me rappelait un documentaire que j'avais réalisé sur les abysses. À partir de ce moment, un nuage étrange emplit la salle, et je me suis dit que ça devait être un produit hallucinogène. J'essayais du mieux possible de protéger mes voies respiratoires en faisant signe aux membres de mon équipe de faire de même. Le rituel dura pas loin d'un quart d'heure et se termina quand le chaman nous aspergea d'un mélange de sang et, je crois, d'urine. En ressortant du lieu de culte, nous récupérions nos affaires et nous partions en direction de la montagne sacrée. Malgré la nuit, elle se découpait parfaitement sur le ciel nocturne, les étoiles disparaissant derrière son immense silhouette. Avant d'atteindre la montagne, nous avons rencontré 3 hommes du village. Ils étaient gigantesques et couverts de peintures blanches étranges. Encore une fois, c'étaient des symboles que je n'avais vus nulle part ailleurs, et ne ressemblant à rien de ce qui entourait le village. En voyant les taches de sang sur nos tenues, ils s'écartèrent du chemin. En passant à côté, je remarquai les couteaux, machettes et haches qu'ils avaient avec eux, et je réprimai du mieux possible un frisson qui était clairement dû à la peur. La marche sur le chemin sinueux et dangereux de la montagne était extrêmement long, et l'ambiance était de plus en plus perturbante en se rapprochant de notre objectif. Les étoiles semblaient éblouissantes dans le ciel nocturne, le vent semblait murmurer, et je n'étais pas certain que le vent était bienveillant. Nous arrivions devant l'entrée d'une grotte obscure aux parois décorées de peintures et de sculptures effrayantes. Les sculptures représentaient des créatures énormes, aux ailes de chauve-souris et aux visages atrophiés. Ludo filmait comme il pouvait, Zeke s'occupait de la lumière. Il avait une énorme lampe torche qui éclairait sur plusieurs mètres, mais elle semblait perdre de la puissance à une vitesse inquiétante. Des restes d'animaux étaient un peu partout et certains ossements étaient clairement humains. Je faisais signe à Ludo de filmer. Nous nous enfoncions dans les profondeurs de la montagne et nous commencions à entendre des bruits au loin. Je me tournai vers Elias qui bidouilla les capteurs de son micro et chercha l'origine de tout ça. Il se tourna vers l'extérieur, mais ça ne venait pas de là. Il se retourna vers les profondeurs en avançant un peu, puis il me regarda avant de retirer son casque. Nous entendions des percussions venant du fond de la caverne. Elias pensait qu'on devait partir. On le pensait tous, à vrai dire. Mais on ne pouvait pas. On devait avancer dans les profondeurs étranges de ce lieu mystique. Il y avait des couloirs, des choix à faire, mais nous avancions sans le moindre doute. Nous savions où nous nous rendions. Alors, un pas après l'autre, nous nous enfoncions dans le boyau étrange, nous rapprochant toujours un peu plus de la peur. Zeke s'agaçait de plus en plus sur sa lampe. Il l'ouvrait, la démontait, la remontait, tapait dessus, l'insultait. Puis, elle finit par nous lâcher en plein milieu de l'obscurité. Il la jeta au sol, la brisant sur le cou. Ludo observait la scène à travers sa caméra et se plaint de ne plus rien voir. Elias retira le casque qu'il avait sur ses oreilles, se plaignant des percussions trop fortes. Moi, j'avançais.
J'avançais dans le noir, les mains contre la roche taillée et peinte. Je sentais sous mes doigts les formes, les silhouettes, et je les comprenais. Zeke s'acharnait sur sa lampe, il donnait des coups de pied dedans, hurlait dessus alors qu'Elias tomba au sol, hurlant que les voix étaient trop fortes. Ludo m'appela, il me dit que les symboles dégageaient de la lumière dans la caméra. Il voyait tout. Je ne voyais rien, mais à sa voix, il souriait, il était heureux. Moi, j'avançais. Finalement, je vis au loin de la lumière. Elle pulsait. Elle pulsait au rythme des tambours. Je les entendais. J'appelais Elias pour lui dire que j'entendais. Mais je n'eus aucune réponse. Alors j'avançais. J'avançais dans la lueur pulsante devant moi, et je découvris une idole faite dans une roche couverte d'algues. Elle était difforme, incompréhensible. L'idole aux yeux d'opale. Je ne suis pas un pilleur. Mais mon inconscient, quelque chose en moi, me força à la prendre. En l'attrapant, je sentis le monde bouger sous mes pieds. Je vis des bras sortir des murs. Un cri perçant et inhumain sembla sortir du cœur même de la montagne. Et je me précipitai hors d'ici, l'idole illuminant ma route. Sur mon chemin, je vis Elias au sol, du sang coulant de ses oreilles. À côté de lui, Ludo était immobile, la bouche grande ouverte et les orbites vides, comme si ses yeux avaient fondu. Zeke, lui, était démembré. Certaines parties avaient l'air d'avoir été écrasées, d'autres dispersées. Je me précipitai hors de la montagne, alors que je voyais le sol s'ouvrir sur mon chemin et que des créatures semblant sortir droit de l'enfer me pourchassaient. Je courais, je partais le plus vite possible. En arrivant devant les gardes, ceux-ci se tournèrent vers moi, mais une matière noire et visqueuse sortait de leurs yeux, nez et bouche, et ils me laissèrent passer. Je me précipitai vers la Jeep, et je repartais. Je rentrai chez moi, retrouver ma femme et mon fils. De toute évidence, ce documentaire était mortel. Mais j'aimerais bien le voir. Je pense que ça peut être intéressant. Ou alors est-ce que ce serait juste de la curiosité malsaine ? Peut-être. Et vous, est-ce que vous aimeriez voir ce documentaire ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me dire aussi les idées que vous avez, que vous pouvez créer dans votre esprit en entendant cette histoire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, bref, comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.